Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Maurice Kamto apparaît de plus en plus comme un vrai rigolo aux yeux des Camerounais. Le comportement de Maurice Kamto ces derniers temps surprend plus d'un Camerounais. Certains se demandent aujourd'hui si cet homme jouit encore de toutes ses facultés mentales. Comment comprendre qu'un homme qui n'a actuellement aucun poids politique puisse tenter de défier les institutions de la République? En donnant 7 jours au président de la République, on se demande si M. Kamto est encore normal. En tout cas, écoutons maintenant le décryptage de la situation par nos analystes. Écoutons. Monsieur Kamto, Papa Kamto, je vous appelle plus ainsi, je vous appelle Kamto. Kamto. Avec un minimum de respect, j'aurais pu vous appeler comme ça. Qu'est-ce que vous voulez aux Camerounais? Le président Paul Biya est Camerounais. Il a été élu par les Camerounais. Et je trouve qu'au moment où les Camerounais ont besoin tous d'être ensemble, unis, solidaires, vous avez encore fait la bêtise de ne pas vous taire. Je ne serai pas poli. Tous les Camerounais, pendant qu'ils combattent le coronavirus, certains de vos proches se sont émancipés à annoncer la mort du président de la République. Des gens confinés, mal appris, avec un mauvais français, de la peine à appeler leur président de la République, ils ajoutent un M en Biya, un M en Paul, mais c'est tellement maladroit. Au moment où nous sommes en train de parler, où le Cameroun a besoin d'être uni, beaucoup de vos proches décident de cacher du riz, de cacher du sucre. Et vous voulez parler de l'État du Cameroun. Vous voulez penser que vous pouviez mériter cet État. Mais moi je pose la seule question de savoir, avez-vous promis au diable de diriger le Cameroun? Avez-vous promis à Satan de diriger le Cameroun? Si tel est le cas, aucun Camerounais ne l'acceptera. Et en plus, vous vous dévoilez au fil des jours. Monsieur Kamto, il me souvient qu'il n'y a pas longtemps, nous faisions confiance à un certain Camerounais jadis appelé professeur. Mais on a l'impression aujourd'hui que les professeurs deviennent plutôt des cancres. Des cancres pourquoi? Parce que, au lieu de se soucier de l'intérêt général, on se soucie d'un rêve personnel, d'un rêve d'être président de la République. Oui, mais à quel titre donnez-vous l'injonction de 7 jours? Si vous avez décidé de passer par le soulèvement, par l'insurrection, nous sommes déjà prêts. Le peuple camerounais est prêt depuis. Si vous avez décidé, pendant que nous essayons d'être solidaires, vous avez décidé d'aller vous réfugier dans une ambassade, nous sommes déjà prêts. Et je voudrais vous dire en fait que l'ultimatum que vous lancez, vous êtes certainement le premier suspect du coronavirus. Parce qu'au moment où la pandémie commence à l'étranger, vous êtes l'un des premiers arrivés ici. Vous rassemblez des foules à Douala. Et pendant que les ambassadeurs, dont nous pensons être cruels, et ce qui est d'ailleurs une vérité, ils sont cruels, assassins, parlent du ceasefire, du cessez-le-feu. Ceux-là que certains d'entre vous ont prétendu soutenir, font preuve de beaucoup plus d'intelligence, de maturité comme vous. Et en même temps, je voudrais vous poser la question. Le nous dont vous parlez, c'est quoi? Le nous, c'est qui? Ceux qui ont décidé de ne pas aller aux élections? Le nous, c'est qui? Ceux qui ont décidé de boycotter les élections? Le nous, c'est qui? Ceux qui ont décidé de cacher le riz? Le nous, c'est qui? Ceux qui ont décidé de casser les ambassades? Le nous, c'est qui? Ceux qui ont décidé de soutenir l'Amazonie? Alors, j'avais pensé un seul instant que vous alliez pas manquer de jugeote et dire aux Camerounais enfin que nous sommes unis et que nous attendons en fait que nous soyons frères. Ceux que vous adulez, les présidents tels, américains, français, ont parlé à la nation, à leur nation. Il y a combien de cas là-bas? Combien? Au moment où nous attendons ce que vous félicitiez les médecins du Cameroun, que vous disiez en fait qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de MRC, il n'y a pas de RDPC, il n'y a pas de tel parti, et qu'ensemble nous avons une seule religion. Pensez-vous être plus fort que les religions du monde, que le christianisme et que la religion musulmane? Non. Je pense qu'au-delà de tout, nous avons failli. Et si nous avons failli, c'est parce que vous n'avez pas été à la hauteur. Vous parlez de quoi? Vous avez 0 député, vous avez 0 maire, vous avez 0 élection à laquelle vous avez participé. Parfois dans la vie, il faut supprimer les rejetons nuisibles d'un pied d'un bananier pour obtenir un bon régime.
Et je pense que vous faites partie de ces rejetons qu'il faut supprimer. Votre philosophie, votre idéologie ne cadre plus. Et c'est une honte. C'est une honte, monsieur. Le Cameroun est le seul pays en ce moment au monde où des professeurs ne sont plus des références, des repères. Et vous faites partie de cette classe-là. Pour moi, vous n'êtes plus une influence, vous n'êtes plus un repère. Mon cher, savez-vous encore chanter l'hymne national du Cameroun? Savez-vous que avant que vous arriviez, Betty, Bamileke, musulmans, chrétiens, du nord au sud, nous savions qu'il y a le tribalisme, mais il n'était pas aussi aigu, aussi vinaigre, aussi violent. Et vous avez la Palme d'Or. Je vous décerne aujourd'hui le prix Nobel de la division. Vous n'êtes pas un parti d'opposition, un parti de division. Et vous avez cette Palme d'Or là. Réjouissez-vous. Mais le Cameroun est devenu plus intelligent. Alors, si c'est un parti, si vous avez décidé de plaider pour un peuple et non pour le peuple, c'est un échec total, monsieur Kamto. Ça fait moins combien on parle? Vous avez parlé de 7 jours. Jour J moins combien? Le Cameroun est debout, il attend. Bravo aux médecins. Bravo à tout ce peuple uni, bravo aux policiers, bravo aux gendarmes, bravo aux militaires, bravo à la République, bravo aux prêtres, bravo à tout ce peuple-là uni qui est le mien. Et je dis encore, ce monsieur qui a de la difficulté à faire sujet verbe complément, qui a parlé l'autre jour du décès du président de la République, avec une mauvaise haleine que nous avons pu ressentir sur nos téléphones, avec une puanteur, avec 3 pots, la crasse, et puis la mauvaise odeur et tout. Je lui dis encore, félicitations Frangin, parce que tu as montré qu'en fait que tu peux insulter tes parents parce qu'ils n'ont pas assuré ton éducation. Merci. Vive la République, vive le peuple camerounais. Vous êtes sur Universal News TV. Nous allons donc parler, vous avez suivi d'abord quelques chiffres, près de 200 pays et territoires touchés. Il y a encore 4 jours, ils étaient seulement 174 pays. Aujourd'hui, plus de 600 000 personnes infectées pour plus de 30 000 décès. Le coronavirus continue de tuer et le spectre continue de planer sur le monde entier. Au Cameroun, tenez, 113 cas de personnes infectées selon le dernier pointage fait par le ministre de la Santé, dont 3 décès officiellement recensés. Les chiffres continuent donc à faire peur, le monde tremble et le coronavirus, jusqu'où le coronavirus va-t-il aller? C'est la question essentielle qui taraude les esprits. Vous avez donc au cours de la première partie de cette émission avec Hubert Itundi et ses invités, regardez donc le problème sous le prisme certainement scientifique. Tout à l'heure, avec nos invités, nous allons certainement l'aborder avec un peu plus une petite connotation politique. Et donc, bienvenue donc à cette émission. Je m'en vais donc tout de suite vous présenter les différents invités qui vont nous permettre d'aborder cette thématique, ces 2 thématiques que je viens de vous présenter. D'abord, vous, Jonathan Batengene, vous êtes sociologue, enseignant donc, mais vous êtes aussi un militant politique du PCRN. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Fred, bonsoir l'Afrique. C'est toujours un plaisir d'être sur ce magnifique plateau pour partager avec vos téléspectateurs, mais aussi vous décrypter l'actualité. Maître Tegem, vous êtes avocat, comme votre nom ne l'indique pas, mais vous êtes également un militant convaincu du RDPC, parti au pouvoir. Bonsoir. Bonsoir Fred, bonsoir mon ami Jonathan Batengene, bonsoir aux téléspectateurs toujours si nombreux. C'est un plaisir d'échanger avec vous ce soir. J'espère que nous apporterons chacun d'entre nous, très humblement, modestement, sa contribution à la construction de notre pays, enfin de la République ou alors du respect des valeurs dans notre société. Tout à fait. Maître Tegem, je voudrais me tourner vers vous en vous posant la question. Vous avez l'habitude au RDPC à dire que il y a un temps présidentiel, mais dans les circonstances actuelles, est-ce qu'une sortie du président de la République n'est pas de nature à rassurer l'opinion camerounaise, à rassurer les Camerounais que le président est au courant de cette menace qui pèse sur la nation camerounaise, d'autant plus que on ne va pas évoquer ces rumeurs, mais il y a ces rumeurs aussi qui sont instillées au niveau de l'opinion publique. Est-ce qu'une sortie quand même du président de la République n'est pas de nature à rassurer qu'il est aux commandes et que cette situation-là le préoccupe?
Excusez-moi, je pense que c'est un peu prématuré pour dire que M. le Président de la République ne s'est pas exprimé sur le sujet. Oui. Pour ma part, je pense que sur la maladie ou la pandémie, il y a encore des informations qui ne sont pas suffisamment clarifiées pour que l'on puisse s'exprimer avec beaucoup de précision. Connaissant un peu M. le Président de la République, c'est un homme tempéré, c'est un homme modéré qui prend parfois un peu de temps de mieux maîtriser les contours des choses pour s'exprimer. Et c'est pour ça que les Camerounais lui font confiance depuis plusieurs décennies. C'est parce qu'effectivement, les Camerounais n'aiment pas les sbroufs, les Camerounais n'aiment pas l'imposture. Quand quelqu'un s'érige en ou alors sur toi le pouvoir, de constater la vacance du pouvoir, vous imaginez de l'imposture, quand vous voyez comment est l'architecture institutionnelle chez nous. Le président de la République l'a toujours dit, l'agitation n'est pas signe de vitalité. C'est un monsieur pondéré, c'est un monsieur qui prend son temps, mais c'est un monsieur au pouvoir, c'est un monsieur qui prend des décisions et qui délègue. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, et je l'ai souvent dit, je regrette qu'au Cameroun, beaucoup de gens évoquent la décentralisation, mais dans la pratique ne veulent pas la décentralisation. Le président de la République a la faculté, le pouvoir de déléguer à ses ministres, puisque c'est lui l'élu de la nation entière. Monsieur le Premier ministre du Gouvernement n'est pas l'élu. Monsieur le ministre de la Santé n'est pas l'élu de la nation. Monsieur le ministre du Commerce n'est pas l'élu de la nation. Précisément, est-ce que ce n'est pas là le problème? C'est lui qui est loin du suffrage universel et donc de la légitimité. Le fait qu'il ne parle pas, est-ce que ça ne laisse pas libre cours à des conjectures? Non. Il l'a dit depuis très longtemps. Oui. Je souhaite que les ministres que je nomme soient plus que par le passé responsables, avait-il dit. Le président de la République a pensé depuis très longtemps qu'il fallait décentraliser. Et depuis quelque temps au Cameroun, c'est le maître mot. Certains vont jusqu'à demander le fédéralisme, mais je ne comprends pas que dès qu'il y a un problème, qu'on aille le chercher, le président de la République, pour s'exprimer. J'ai vu des communications de monsieur le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. J'ai vu des communications du premier ministre du gouvernement, du ministre de la Santé, du ministre du Commerce, du ministre des Transports. Le ministre même de la Jeunesse a fait des sorties. Donc, il me semble qu'il y a un ensemble de ministères qui sont au travail, sous l'impulsion de monsieur le président de la République. Ça veut dire qu'il est au travail. Et comme je le disais tantôt, il me semble que sur la pandémie, les informations sont encore un peu très minimalistes. Parce que j'ai suivi effectivement ce matin un chercheur français à qui on a demandé si le microbe était dans l'air. Il a dit, en l'état actuel de leur connaissance, ils ne peuvent pas encore s'exprimer sur le sujet. Il me semble donc que c'est de bonne guerre, c'est avec beaucoup de prudence que le président de la République prend son temps pour pouvoir, au moment M, informer les Camerounais avec un minimum d'éléments sur le contour de la situation. Déjà sur le plan de la maladie, ensuite sur le plan des mesures économiques à envisager. Il me semble que le président de la République ne doit pas venir faire un discours pour le plaisir. Il doit faire un discours et à la fin du discours, que les Camerounais sentent qu'il a fait des propositions concrètes conformément au mandat qu'ils lui ont confié. Monsieur le président de la République, je pense que les experts y travaillent. Connaissant comment fonctionne l'administration camerounaise, qui est une administration un peu bureaucratique, il me semble que certainement il a mis en place, ou alors il y a des structures de travail dans les différents ministères concernés par la situation, qui après feront une coordination au niveau de la primature et ça remontera à la présidence de la République conformément au principe de l'administration démocratique, bureaucratique. Et à ce moment, monsieur le président de la République pourra s'exprimer en disant, bon voilà, sur le plan économique, voici les mesures exactes d'accompagnement que nous sommes en mesure de prendre pour participer à notre façon, si vous voulez, au contrôle de l'évolution de l'épidémie. Pour l'instant, les premières mesures ont été prises, le Premier ministre les a évaluées, le ministre de la Santé s'est exprimé, on a 113 cas, c'est suffisamment grave et il me semble que le gouvernement au travail, ce que nous devons soutenir, nous devons continuer à dire que continuer parce que nous avons fait confiance, nous continuons à leur faire confiance et je pense que si nous voulons la décentralisation, nous devons aussi accepter que monsieur le président de la République prenne un peu son temps pour s'exprimer. Il n'est pas nécessaire de faire de la parlotte, il est nécessaire de parler quand c'est utile. Il faut parler pour transmettre un message, il faut parler lorsqu'on a une connaissance pas approximative, parce que de cette maladie, je dis aujourd'hui, les connaissances sont approximatives. Et pour terminer sur ce sujet, je voulais faire quand même... Pas sur le sujet, peut-être sur cette première prise de parole. Sur cette première prise de parole, oui. Je voulais dire que j'ai vu il y a quelques jours au journal officiel de la République française, le décret n'était pas signé au président de la République française, il était signé au Premier ministre, chef du gouvernement. Donc il me semble que même dans les grandes nations, sauf celles où les gens sont, ou bien les membres du gouvernement ou les leaders sont en campagne, et il me semble qu'il y a un peu de circonspection et les gens s'expriment avec un peu de modération, un peu de tempérance, parce que sur la maladie, sur la pandémie, reconnaissant que les connaissances sont encore un peu minimalistes.
Merci. Jonathan Batengene, vous n'avez pas encore parlé. Dans son communiqué du 27, le professeur Maurice Kamto dit les questions que les Camerounais de tous bords se posent depuis 2 semaines au moins sont les suivantes. Où est passé M. Paul Biya? Le pays est-il gouverné? Si oui, par qui? Est-il simplement conscient de sa responsabilité en tant que président de la République? Est-ce que vous, en tant que sociologue, vous avez le sentiment, lorsque vous voyez la société camerounaise, que ces questions-là sont des questions qui reviennent depuis que le déclenchement de cette pandémie mondiale? Il faut être honnête, quand vous marchez dans les rues, les gens vous demandent pas où est Paul Biya. C'est pas la première question, c'est vraiment pas ça le sujet. Nous sommes face à une pandémie. Et aujourd'hui, les questions que les gens se posent, c'est est-ce que nous allons, la vague, quand elle va passer au Cameroun, est-ce que nous allons résister? Est-ce que nous allons survivre? Donc, il s'agit plus d'une interrogation sur le dispositif qui nous est proposé. Parce que j'ai été un peu surpris de voir qu'il y avait un communiqué qui parlait du discours du président, qui était attendu, il y a même un délai qui lui était donné, 7 jours, c'est bon. Pour un acteur politique, pour survivre dans le champ politique, parce que même si quelqu'un l'a dit de manière ironique, il ne faut pas l'ignorer. Aujourd'hui, le parti du professeur Maurice Kamto n'a plus les éléments pour sa réelle survie dans le champ politique. Et sa seule survie reste médiatique. Donc, il faut créer du scoop, il faut créer des situations qu'on appelle dans le langage des réseaux sociaux le buzz, pour avoir une certaine audience et permettre que l'image du leader perdure. Surtout qu'aujourd'hui, c'est vraiment les fidèles des fidèles qui sont derrière lui. Les grands barons ont un peu disparu. Quand vous regardez tous ces grands barons qui faisaient sa communication il y a peu de temps, beaucoup ont disparu. C'est maintenant beaucoup plus des seconds couteaux qui se retrouvent à porter le discours du leader. Ça veut dire que la sphère politique dense qui s'était constituée a connu beaucoup de désaffiliation. Vous savez que dans sa coalition, il y a beaucoup de gens qui sont partis. D'ailleurs, un de ses gros soutiens s'est prononcé sur le discours, disant des choses comme quoi il avait des révélations à faire. Donc, le professeur aujourd'hui dans une posture où soit il décide d'exister médiatiquement, soit il décide effectivement d'assumer son retrait de la scène politique qui était lié au retrait de l'élection. Donc, il a choisi la survie politique. Il faut comprendre ça comme ça. Maintenant, parlons un peu de sa communication en rapport à la crise. Nous avons affaire aujourd'hui à ce qu'on appelle la biopolitique. Et il s'agit là des questions de biopouvoir. Comment est-ce qu'on va gérer le vivant? Comment est-ce que la politique va permettre au maximum de maintenir le plus grand nombre d'individus vivants pendant qu'il y a la crise, jusqu'à ce que la crise se termine. C'est ça le grand enjeu. Il a fait des propositions. Toutefois, puisqu'il est dans une logique de défi vis-à-vis de l'autorité, ça coupe la proposition qui aurait pu être une proposition de dialogue. Ça devient plutôt une proposition de défiance que l'autorité en face, puisque lui-même reconnaît, même s'il le dit à demi-mot, il reconnaît que le chef de l'État, et donc lui en tant que citoyen, écrit à son président de la République, il reconnaît que le chef de l'État devrait le rassurer, lui, en tant que citoyen. Ce qui est un devoir, quand on regarde la relation qui doit exister entre le gouvernant et les gouvernés. Normalement, en tant que citoyen, il a le droit de demander que le président s'exprime. Mais maintenant, le discours qu'il tient et toute la posture dont il se prévaut fait que la quintessence même de son discours est perdue à cause de sa posture. Et l'élément biopouvoir qu'il aurait voulu traiter n'arrive plus à porter comme ça aurait dû. Vous savez que quand vous regardez, même au sein de l'opposition, 80% de son discours s'est retrouvé dilué simplement à cause de la tonalité. C'est ça. C'est-à-dire que la consistance que lui-même veut se donner, il n'arrive pas à l'avoir à cause de la façon dont lui-même se positionne dans le champ politique. Il devrait d'abord gagner à chercher un positionnement dans sa communication, à ne plus se prévaloir de ce qui ne lui est pas reconnu, du moins de manière légale,
et puis de manière aussi légitime, parce que si sur 80 personnes, seules 10 personnes vous disent que vous êtes leur président, je ne pense pas que ce soit pertinent de continuer à clamer que vous êtes le président. Il faudrait bien revoir votre discours et vous positionner en fonction pour avoir une autre approche. Parce qu'il peut apporter aussi, il peut contribuer. Nous avons affaire à une crise inédite. Je regrette que beaucoup de nos confrères, de nos copanolistes qui sont dans la diaspora veulent prendre ça à la légère. Même la France, les États-Unis, l'Italie, l'Allemagne, personne n'a la meilleure technique pour gérer cette crise. C'est une crise inédite. La dernière fois que ce type de crise a eu lieu dans ce monde, c'était en 1929. Avec la peste. C'était la peste. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation inédite qui n'arrive peut-être que tous les 100 ans. Ce qu'on pourrait se dire lorsque ce sera, on aura traversé. Parce que là, on pourra dire qu'il y a un cycle de reproduction des épidémies de ce type. Or, dans les approches biopolitiques, quand vous regardez au niveau international, les États qui ont une allure autoritaire, comme la Russie, la Chine, Cuba, mais prenons ceux qui ont été atteints, la Russie et la Chine gère très bien la crise. Pourquoi? Parce que la Chine avait déjà une pratique de violation des libertés, en fait ce que l'Occident appelle les violations de liberté. Mais la Chine a des politiques qui leur permettent d'entrer dans la vie privée des personnes. Et ici, cette politique a été mise à contribution et a permis de mieux gérer cette crise. Mais on se rappelle même d'ailleurs que cette façon de gérer a été critiquée par les Occidentaux. Effectivement. Qui estimaient que les gens étaient très durs. Aujourd'hui, ils ont pris un ensemble de mesures pour restreindre les libertés. Oui. Par exemple, j'ai vu une vidéo en Italie, un maire qui disait à un habitant, effectivement, si tu penses que le chez toi c'est toujours ici en bas, il faut descendre et tu vas me trouver. Donc, le respect même des libertés, il commence à comprendre que les libertés, c'est bien, mais à certains moments, il y a une hiérarchie dans les droits. C'est des éléments que la biopolitique est en train de nous enseigner. C'est une crise inédite. La traiter à la légère, comme je vois, en voulant politiser le débat simplement camerouno-camerounais, c'est très dangereux. Parce qu'au lieu de nous faire tirer toutes les leçons de la situation et de la reconfiguration des rapports de force au niveau international et même des rapports politiques internationaux, on est plutôt en train de rentrer dans des batailles fratricides inutiles. Regardez même la scène politique en Angleterre, en Allemagne, en France, partout. Les clivages se sont considérablement estompés. Les gens arrivent à faire une sorte d'union sacrée autour du leader. On n'est pas d'accord avec lui dans tout ce qu'il prend comme démarche, mais on a besoin, et c'est comme dans un navire qui coule, on a besoin d'un capitaine qui fixe le cap et on l'aide à atteindre les objectifs. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Pas forcément de ce discours un peu... un discours de confrontation. Oui, un discours de confrontation, mais aussi un discours qui vise simplement à vouloir se positionner dans la sphère politique. Ce n'est même pas utile. Ce qu'on attend aujourd'hui du professeur Kamto, c'est qu'il prenne ses militants. Il a beaucoup de militants qui ont assez d'argent à l'extérieur, que ces derniers contribuent, qu'ils mènent une action de grande envergure. Par exemple, le Cameroun a besoin des kits de dépistage, cotiser, acheter les kits et envoyer au Cameroun, envoyer dans les hôpitaux. Ça va aider les Camerounais. C'est une action de positionnement muette, mais de positionnement stratégique. Merci. Je voudrais donc revenir à vous, Nestor Nana. Dans son communiqué, dans ce fameux communiqué du 27 mars, évidemment le professeur Kamto a fait ce que d'aucuns appellent un mélange de genres, en évoquant la catastrophe des Eka, par exemple, en évoquant la guerre contre Boko Haram, en évoquant la crise anglophone. Est-ce que le fait qu'il ait cru devoir mettre tout ça sur le même pied d'égalité que le Covid-19, dont qu'il prétend se soucier de la santé des Camerounais, est-ce que ce fait-là n'a pas finalement dilué son message, le message qu'il voulait porter à la connaissance de l'opinion publique camerounaise? Est-ce que, en associant tout cela, il ne s'éloigne pas du sujet? Merci pour la question. Ça, c'est une question très importante. Le professeur Kamto, en parlant de la situation dans l'extrême nord,
en passant par la catastrophe des écarts, la guerre du Nozo, puis cette situation extraordinaire, il établissait de manière mathématique l'irresponsabilité gouvernementale et l'absence constante de la tête du poisson, du capitaine, pour emprunter l'expression de Jonathan. Il était important de rappeler au Cameroun que ce n'est pas la première fois que ce monsieur, que le papa reste muet. Il a toujours été muet quand le peuple a besoin de lui. Mesdames et messieurs, il faut que ceux qui nous écoutent puissent se rendre compte que nous ne sommes pas en train de faire une récupération. Nous sommes devant une situation très particulière. Et devant des situations particulières, c'est le chef qui a la parole. Oubliez la notion de délégation. Les méthodologies, les structures traditionnelles disparaissent. En ce moment-ci, nous avons besoin du président qui va faire ce que les chefs d'État font, inspirer le peuple, motiver le peuple et mettre le peuple en ligne avec sa vision. Quelle est la vision du président Paul Biya par rapport à cette situation du coronavirus? Quelle est sa vision? Je ne connais pas. Quelle est sa stratégie? Je ne connais pas. Demandez aux gens qui ont atterri dans un avion et qui se retrouvent au quartier. L'un de venir se faire tester n'est pas une stratégie, mesdames et messieurs. Cette maladie se retrouve sur les 475 441 km² de notre territoire et tous les 25 millions et plus de résidents sont risquent de la recevoir, de la contacter. Ce n'est pas la politique. Vraiment, mettons la politique derrière. Il fallait bien que quelqu'un vienne dire le chef de l'État doit parler. Dans une famille, je suis un papa, je suis un père d'enfants. Mes enfants n'écoutent pas ce que je dis, ils voient ce que je fais. Je ne peux pas demander à mon fils ou ma fille de lire un livre si je n'ai jamais lu un. De lire un journal s'ils n'ont jamais vu en train de lire. Les enfants imitent. Le président de la République du Cameroun doit sortir de là où il est, faire le tour des 10 provinces, parler de ce qui se passe. Quelle est sa vision? Parce que ça va toucher tout le monde. Ce n'est pas l'heure de la théorie. Il est temps de passer de la parole à l'action. C'est le temps de l'action. Et la personne, le seul guide crédible, c'est le président Paul Biya. Le seul guide crédible, c'est le président Paul Biya. Et nous voulons que le président Paul Biya sorte de là où on l'a caché pour nous parler. Il faut qu'il ait le courage d'activer tous ces médecins retraités, les infirmiers retraités, les étudiants des écoles en médecine, les organiser dans les quartiers au Cameroun. Inviter les médecins, les professeurs de médecine qui sont dans la diaspora, qui viennent aider. Parce que c'est en train d'aller à un rythme exponentiel, mesdames et messieurs. Il ne s'agit pas de venir insulter un parti politique. Écoutez, j'aime tout le monde. Dans le MRC, c'est l'amour, c'est la paix. C'est ce que nous connaissons dans le MRC. Donc il faut que les gens taisent un peu l'intellectualisme, que l'on fasse face à l'unisson, à cette situation difficile. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Au Cameroun, vous ne pouvez pas encore pas. Mesdames et messieurs, je dis aux États-Unis, et je suis à quelques pas de New York. Ok? C'est au moins 3-4 fois par jour que le président de la République parle, les gouverneurs parlent, les maires parlent, et la stratégie est connue. Et quand on demande aux gens de se confiner, s'accompagner. Disposition économique. On donne les chèques, on demande de lui payer l'électricité, les loyers et tout et tout. Le président doit parler de ça. Paul Biya doit parler de ça aux Camerounais. Il ne peut pas déléguer cette responsabilité-là. L'heure est grave, mesdames et messieurs. Je ne crie pas, je ne suis pas quelqu'un qui crie. Ce n'est pas ma nature de crier, mais je vous dis que l'heure est grave. Gardez vos intellectualismes dans vos casiers et demandons à notre chef d'État de guider cette action. C'est la seule personne qui peut mettre les Camerounais en confiance. Je dis bien la seule, pas le Premier ministre, pas le ministre de la Santé. Et les communications du ministre de la Santé se font pas dures. Combien de Camerounais ont tué? Après le président élu. Allez-y, monsieur Nana, ne vous laissez pas perturber. Ok?
je dis que le Cameroun n'a pas de vision pour contenir cette pandémie. Je dis que le Cameroun n'a pas de stratégie pour contenir cette pandémie. Si vous la connaissez, mettez-la sur la table. Je ne suis pas venu ici parler du RDPC. Je ne suis pas venu ici parler de ce que tu m'as dit à Sanga. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les plus de 26 millions de Camerounais sur les 475 442 km². Quelle est la stratégie? Parce que ça va à un rythme exponentiel, mesdames et messieurs. La stratégie qui a été arrêtée, qui a été donc divulguée par le Premier ministre, chef du gouvernement, notamment on y retrouve les 13 directives du gouvernement, entre autres la fermeture des écoles, des universités. Il y a quand même un plan de riposte qui est quand même qui est en train d'être implémenté aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'existe pas. Peut-être que vous pouvez lui trouver des insuffisances. Vous avez dit en train. Cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. Et nous savions que ça allait partout dans le monde. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Un gouvernement doit être proactif. Il n'y a rien. Disons qu'à l'heure H, à la minute M où je suis en train de vous parler, il y a zéro vision, zéro plan stratégique, zéro pour imiter mon ami Raphaël Bicard. Lui qui aime dire 0-0. Donc il y a zéro vision. Quelle est la vision du président Paul Biya? C'est la seule personne qui doit donner la vision. Comment contenir cette maladie? Quelle est sa vision pour cette maladie, pour notre pays? C'est de ça qu'il s'agit. Faites attention, parce que bientôt, les Camerounais vont commencer à tomber, et au lieu de voir votre incompétence et votre incapacité, vous allez vous mettre à doiter les gens qu'il ne faut pas doiter. Répondez à nos questions. Quelle est votre vision? Quel est votre plan? Quelle est votre stratégie? Quel est votre plan? C'est ce que nous voulons entendre. Ce n'est pas le MS n'a pas fait ceci, quand on n'a pas fait cela. Gardez ça dans votre tiroir. Il y aura un temps pour ça. On parle de ça quand les gens sont en santé. Là, les gens vont mourir et ils sont en train de mourir. J'ai suivi sur un plateau de télévision au Cameroun un médecin qui disait que le littoral n'avait pas plus de 14 lits pour accommoder des gens, des victimes du coronavirus. Le littoral a au moins 3,5 millions d'habitants. Sur les 3,5 millions, la probabilité que nous ayons au moins 500, 600 000. Merci à vous, Nestor Nana. Je voudrais donc, ainsi que vous le suggérez même fortement, donner la parole à Raphaël Bicard, qui va certainement en décliner les mesures gouvernementales, puisque si ça vient de ma bouche, vous ne croyez pas, c'est visiblement. Mais en plus, Raphaël Bicard, je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas considérer quand même la sortie du professeur Maurice Kamto comme le doigt qui montre la lune? Est-ce qu'il faudrait plutôt regarder le doigt ou la lune que le professeur Maurice Kamto pointe? Bongo, j'espère bien que M. Nana pourra aussi faire comme moi, c'est-à-dire rester calme et écouter, me laisser la possibilité de donner mon analyse, même si se retrouve d'une façon ou d'une autre par mes paroles. C'est aussi ça la liberté d'expression que prône le président Paul Biya et malheureusement que les gens du MRC n'arrivent pas à appliquer. Je reviens sur un fait très simple. Monsieur Nana, je l'appelle ainsi, vient de nous aider sur deux trucs. C'est avec un autre ami, je discutais un jour, monsieur Fred Bongo, qui me dit, on parlait du coronavirus, je leur ai dit, le coronavirus révèle certaines choses qu'on tend toujours à cacher. Exemple, ici en Belgique, ils ont eu de la peine à constituer un gouvernement. Mais quand le coronavirus a cogné à la porte, en moins d'une semaine, le gouvernement fédéral est venu. Ça me fait plaisir de voir que le coronavirus fait en sorte que les gens du MSC, finalement, après 17 mois, disent le président Paul Biya, sans s'offusquer et sans avoir mal à la langue. Ça, c'était juste une petite parenthèse. Je voudrais dire ceci. Si je veux prendre le cas des États-Unis, qui présentement ont, je vous rappelle que le président sort chaque jour. Je dis chaque jour pratiquement. Les États-Unis ont 125 719 contaminés. Allez vous renseigner. 2200 morts. 2612 hospitalisés. Dans l'état de M. Nana qui nous parle là maintenant, il y a 1500 cas. 1500 cas. Au Cameroun, il y a 113. Et on a guéri. Nous, on a guéri. Même si c'est une personne qu'on a guéri, on a guéri une personne. Mais je vous dis déjà qu'on en a guéri plus. Vous voyez un peu quand quelqu'un nous dit, les gens du MS, je comprends, hein, moi je comprends le professeur Maurice Kamto.
Ça fait beaucoup de mois où on ne parlait, beaucoup de jours où on ne parlait même plus de lui. À sa place, comme j'ai dit, il n'existe pas. Il est en pleine campagne existentielle. Je suis seulement désolé de voir que il nous amène dans cette connerie-là. Parce que M. Fred Bongo, je vais souligner un petit truc qu'il faut comprendre encore. Dans son discours, il a dit « Le peuple prendra ses responsabilités ». Et il souligne que probablement les gens doivent sortir dans les rues si le président ne sort pas. Comment on va respecter les gestes barrières en prenant nos responsabilités? Comment on va respecter tout ce que les 13 lois qui nous permettent de lutter pour le moment, de freiner la vitesse de la contamination du coronavirus? Vous voyez que, comme on disait tantôt, ce sont des gens, c'est un monsieur qui ne pense pas au bien-être des Camerounais. Quand vous me posez la question de savoir, c'est le doigt qui pointe la lune. Quelle lune, monsieur Fred Bongo? Comme disait le copanéliste, le sociologue, celui, j'ai oublié son nom, quand vous rencontrez les gens au Cameroun, ils ne demandent pas où le président Paul Biya est, ils veulent savoir comment ils vont faire pour s'en sortir. Et le premier ministre, M. John Bouté, le ministre de la Santé, M. Manaouda, font les efforts pour rassurer les Camerounais comment ils vont s'en sortir. On parle des faits. Monsieur Fred Bongo, quand vous allez en France, les Français vous disent qu'ils s'en fichent totalement de tous les discours de leur président. Parce que présentement, ils ont des morts. Ils ont des morts. Je vous dis clairement, et là je vous le dis, et donnez-moi juste une seconde, je vous donne des... Parce qu'il faut qu'on vous donne les statistiques, parce que les gens viennent sur Afrique Média racontent des conneries. En France, il y a 32 964 cas et 2000 décès. Les Français ne veulent pas voir les discours du président qui va leur dire « Nous sommes en guerre ». Ils s'en fichent de ça, M. Fred Bongo. Ils veulent simplement être en santé. Est-ce que l'État du Cameroun, qui, j'invite M. Fred Nana, Nana à aller regarder, même par exemple en France 24, on félicite le Cameroun. Et le Cameroun, est-ce que le Cameroun met en place des mesures qui aident leur pays, les Camerounais? Oui. Il y a un autre de nos frères, s'il vous plaît, je dis seulement ça et puis je chute, qui a parlé des mesures prises par le Nigeria. Il nous a parlé des stades. Avez-vous vu les lits qu'on met dans ces stades-là? Les lits ne respectent pas les 1,5 mètre de distance. Seulement. Mais est-ce qu'on doit prendre en compte ce qu'ils font? Ça leur regarde, c'est leur pays. Dans le nôtre, on a nos règles. J'ai bien l'impression, M. Fred Bongo, et je vais laisser la parole à d'autres personnes, que les gens du MRC se disent, quand le président Paul Biya dit « Bonjour, coronavirus va disparaître dans notre pays ». Si c'est ce qui, franchement, votre marabout vous a dit que c'est comme ça que ça va fonctionner, moi aussi, j'appelle le président Paul Biya et dit bonjour. Mais comme nous savons bel et bien que ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent, M. Fred Bongo, nous savons bel et bien qu'on a besoin et on sait que les faits nous donnent raison. Vous arrivez à l'aéroport de Douala, à l'aéroport de Yaoundé, il y a le premier test de température qui est fait. Ceux qui sont arrivés, les derniers, on les a confinés. Maintenant, on demande tout gentiment aux gens de la diaspora qui ont été égoïstes d'arriver au Cameroun, sachant que leur pays était déjà infecté par le coronavirus, de se signaler, de donner simplement leur trajectoire, comment ils ont marché, pour nous aider. Je dis bien, pour nous aider à mieux sortir et dire à ses enfants, soyez calmes, essayez de suivre les mesures que je vais dicter. On ne demande que ça. On ne dit pas qu'il s'asseye et raconte n'importe comment à chaque fois qu'il fasse des sorties. Au moins, c'est galvanisant. Et en plus, comme mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure, c'est quand même remontant. Alors, face à tout ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et vous dites que ce n'est pas la préoccupation des Camerounais? Mais écoutez, les Camerounais savent qu'on n'a pas un président. Ça, c'est très clair. On sait qu'on n'a pas un président. Il ne faut pas se voiler les yeux. Ne tombons pas dans la bêtise, excusez-moi un peu de ce mot, de ce que parlent les gens du RDPC. Ce sont des conneries. Ce sont des conneries, tout ça. Est-ce qu'il a le droit de parler à son peuple qu'il a élu? Oui. On n'a pas élu le Premier ministre, on n'a pas élu les ministres ou quoi que ce soit. C'est lui qui rend compte.
sa légitimité ou sa légalité vient du fait que on l'a voté. Et par conséquent, il a le droit de répondre devant l'appel d'un citoyen. Si par hasard ou si par méga, il a ce respect vis-à-vis de son citoyen, de sa population. On arrête de faire n'importe quoi, puis se cacher toujours derrière. Hein. Voilà comment on prend une forme de 2-3 heures pour parler une lettre d'un citoyen. Ok, il est président du MRC. C'est vous donc qui donnez la valeur politique à cela. Parce que si on n'avait rien que pris sur le côté fond, ça n'aurait pas été aussi gravissime comme ce qu'on laisse croire aujourd'hui. Trop d'analystes d'une analyse. On nous a dit, on connaît, même depuis bien longtemps, le chef de la famille, c'est le père. Tu peux déléguer, le grand frère, l'aîné vient faire ce qu'il fait, l'enfant dit, fais-moi le temps, tu n'es pas le père. Mais quand le père vient parler, quelque part, il y a ordre. Alors, s'il ne peut pas, qu'on le dise, qu'on arrête de tourner autour d'un pot depuis bien longtemps, on prend les gens pour des cons. Vous croyez que les gens sont devenus des gens qui acceptent n'importe quoi, n'importe comment, à cette ère où tout va vite? Alors, je vais aussi dire à mon frère du Nord-Ouest qu'il arrête aussi de jouer ce petit machin sans que les enfants, si on n'a pas monté, on n'est pas descendu. Ça, c'est un autre terrain. Et tout ça nous concerne tous. Qu'on arrête de dire que parce qu'on cause l'anglais, qu'on n'est pas Camerounais, parce qu'on cause le français, que ça ne nous regarde pas. Tout ça, c'est la chose du Cameroun, c'est le A. C'est pas le C. Cameroun allemand. Vraiment, qu'on arrête. Quand on ne peut rien dire, qu'on se taise et qu'on assume. Il a le droit de se prononcer. Il faudrait qu'il se prononce, galvaniser la troupe. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on attend. On ne dit pas que c'est lui qui viendra être le médecin ou quoi. Non. Mais qu'il donne la directive et qu'il parle à son peuple et qu'on suive la danse. Arrêtez-nous de balivernes et à travers n'importe comment. Par manque de respect à tout un continent ou à tout un peuple, on s'entraîne dans du désordre. Arrêtons quand même. Respectons quand même nos vieilles mamans. Respectons tous ceux qui l'ont voté. Arrêtez quand même. Soyez simples. Prévenir, comment on dit, gouverner, c'est prévenir. Et quand on ne peut pas prévenir, on assume. Et c'est ce qui nous arrive. Aujourd'hui, on a 100 quelque chose de cas. On aurait pu éviter tout cela quand on était à un seul de cas. On aurait dû copier ce que faisait dans d'autres pays. Parce qu'on aime bien dire, par exemple, quand ça nous arrange, la France, la ceci, la cela. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait très tôt? On ne serait pas arrivé à ce cas. Aujourd'hui, on lance des annonces que ceux qui ont voyagé dans des vols, s'il vous plaît, présentez-vous. Pourtant, on n'aurait jamais pu atteindre ce niveau. Si on avait mis des mesures, tout ce qui devrait arriver bien après les deux premiers cas aurait été confiné et je pourrais être mis en quarantaine. Et cette allure de contagion n'aurait pas eu lieu. On passe le temps à grissonner, on passe le temps à... Je ne sais pas s'ils boivent du matango là-bas au palais, quoi que ce soit. C'est dangereux. Après, on vient nous raconter du n'importe quoi. Ce sont des gens qui meurent. Merci donc à vous, chers téléspectateurs. Une saine indignation. Nous allons donc, je vais répercuter vos interrogations au panel qui est ici, mais je voudrais aller très rapidement retrouver notre ami du MRC qui est en train de partir. Pour lui poser la question, un téléspectateur a posé la question sur le paradoxe finalement du MRC, dont le président s'estime président élu, mais finalement qui vient donc par cette lettre demander au président qui est là, le président Paul Biya, de prendre des mesures. Comment est-ce que vous gérez ce paradoxe au niveau du MRC? Est-ce que Monsieur Nana est parti aussi? Monsieur Nana, Nestor Nana. Non, je suis là. Voilà, monsieur Nestor Nana, je vous posais la question, je vous répercutais simplement la question du téléspectateur qui se demandait si finalement, comment est-ce que vous gérez ce paradoxe au niveau du MRC? Votre président s'est dit président élu, mais aujourd'hui il fait la passe au président Biya en lui demandant de prendre des mesures. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire? Comment est-ce que vous gérez ça? Non, monsieur Fred Bongo, ce n'est pas contradictoire. Le président Biya est aux commandes. Le président Biya n'a pas encore passé la main. Le professeur Kamto est président élu de la République du Cameroun
Et il attend que l'on passe les commandes. Le président Biya va passer les commandes, mais pour le moment, il dirige le pays. Et pourquoi les gens veulent créer des distractions? Ce sont des distractions, c'est simple. Le lien est là. Un président et un président élu. Le président élu attend. Le jour où le président va se sentir confortable, puisqu'nous ne voulons pas le bousculer, nous voulons prendre le pouvoir dans la paix, il va passer la main et nous aurons une transition pacifique. C'est ce qui va se passer. C'est de ça qu'il s'agit. Mais maintenant, permettez-moi de parler un peu des statistiques, parce que mon ami, mon frère Raphaël Biquet a fait une étude comparative. Et je pense que même le sociologue, Jonathan, a aussi parlé de ça. Il a parlé des chiffres élevés aux États-Unis. Laissez-moi aider, n'est-ce pas, ceux qui nous regardent en ce moment. Quand vous voyez le nombre de cas, on dit voilà les cas positifs. Cela veut dire que ces gens ont été testés, des tests ont été administrés. Le Cameroun n'a pas de vision, le Cameroun n'a pas d'objectif, le Cameroun n'a pas de stratégie. Donc on ne sait pas qui sont en train de tester, où ils testent, est-ce que c'est de manière systématique? Il n'y en a pas. Aux États-Unis, on testait les gens. C'est pour cela que le nombre de cas connus va croissant parce qu'on teste de manière agressive. Il ne faut pas que le nombre de cas positifs puisse constituer une préoccupation pour ceux qui veulent faire de la récupération politique. Le Cameroun a traité 2 cas, d'accord. Mais permettez-moi de vous dire, mesdames et messieurs, je n'ai pas envie de comparer, franchement. Mais au minimum, la question essentielle se pose. Quelle est la vision du président Paul Biya? Quels sont ses objectifs pour couvrir les 475 000 km² et les plus de 26 millions de résidents? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous intégrons les membres du MSC et tout et tout. Tous ceux qui viennent vociférer en pleurnichant, en déclarant la guerre au MSC perdent leur temps. Nous sommes tous des Camerounais et il n'y a pas de Camerounais à part, ni de Camerounais à part entière. Nous n'allons jamais reculer. Il faut que ce soit clair, gonfler comme vous voulez, casser ce que vous voulez. Le Cameroun, c'est pour nous tous. Et je dis bien 475 000 km², 475 442 km². Là, je m'adresse à mon ami Patrick Assanga. Nous voulons tout le Cameroun ensemble. Les histoires de anglophones, francophones là, nous voulons que la santé soit contrôlée sur les 475 442 km² pour les plus de 26 millions qui habitent là-bas, qui résident là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous attendons la vision, l'objectif, la stratégie et l'action du président Paul Biya. Point final. On s'en fout de tous ceux qui viendront après. Que tu sois le Premier ministre, que tu sois le ministre de la Santé, que tu sois n'importe quel gonflard qui veut gonfler, viens gonfler. Mais nous serons Camerounais. Nous voulons la santé de tout le monde. Parce que sans santé, on ne peut pas faire de politique. Sans santé, il n'y aura pas d'éducation. Sans santé, personne ne peut travailler. Et quand vous mettez les gens à la maison en confinement, prenez des mesures économiques d'accompagnement. Parce qu'il y a un professeur qui disait que le corona dort sur le lit du pauvre. Si ça veut dire quelque chose, attendons d'ici la semaine prochaine, vous allez voir les statistiques. Monsieur Fred Bongo, je vous assure que je suis préoccupé, personnellement, par la situation de notre pays. Ce n'est pas l'heure de la politique. Ce n'est pas l'heure de la politique. Et il faut que les gens arrêtent de comparer. En Corée du Sud, il y a eu ceci. Laissez-nous ça. Parlons de notre pays. Dans la réplique de monsieur le secrétaire à la communication du comité central du RDPC, ce monsieur a cité Aristote, il a cité Jean-Jean Rousseau, il a cité Voltaire, il a cité Aimé Césaire, il a cité Albert Camus, il a cité Samuel Beckett. Ce sont les médicaments, ce sont les testing kits, c'est les lits pour accommoder les gens, c'est renforcer les capacités dans les hôpitaux, c'est de ça qu'il s'agit. Commencer à tester à partir des quartiers, de manière structurelle. C'est ça, mais il faut que les gens respectent les Camerounais. Il faut que ces dirigeants respectent les Camerounais. Mais depuis que je parle, je tourne dans le MRC, je parle du Cameroun. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas parce que les gens se disent patriotes qu'ils sont plus patriotes que qu'ils se sous-soutent.
Monsieur, vous ne l'êtes pas. Nestor Nana, nous allons revenir à vous. Je voudrais aller vers Raphaël Bikaï. Hein. Vraiment, Raphaël Bikaï, en quelques mots. Hein. Je vous répercute évidemment cette autre préoccupation d'un téléspectateur qui estime qu'on esquive toujours le débat du fond lorsqu'il s'agit du président du MRC, le professeur Maurice Kamto, pour s'arrêter uniquement sur la forme. Est-ce que le professeur Maurice Kamto dérange? Si oui, pourquoi? Pour M. Fred Bongo, je serai vraiment bref, hein, je ne vais pas tirer de long ramage. Voilà. Déjà, le professeur Maurice Kamto ne dérange personne. Le professeur Maurice Kamto et le MRC sont politiquement morts, donc ils ne peuvent pas déranger. Voilà. Je voudrais rebondir sur un fait, hein, M. Fred Bongo. Il y a un de nos participants par téléphone qui a cité le président Macky Sall, celui qui a eu à convoquer les partis politiques pour essayer de réunir et réfléchir ensemble par rapport à tout ce qui va se passer comme mesure pour le Covid-19. Il faudrait que les Camerounais arrêtent de donner des informations à moitié. Le président Macky Sall a convoqué les partis politiques présents à l'Assemblée nationale du Sénégal. Donc arrêtons de donner des fausses informations. Dans ce cas de figure, si on veut convoquer les partis politiques, même au Cameroun, on ne convoquera pas le MRC. Je voudrais poser la question à tous les copanélistes et à tous les Camerounais, comme nous sommes en train de sortir présentement. Le Cameroun est en stade 2 de l'épidémie. Je dis bien 2 de l'épidémie. Sachant que le stade 1, c'est le stade où on voit le premier contaminé dans une enceinte sainte. Le Cameroun en stade 2. Quel est le président qui a fait le discours avec une statistique de, disons, 3 morts et ce nombre de cas de contamination en Europe? Non. Je vous rappelle que le premier discours de Macron, il a fait ça le 16 mars et il y avait plus de 547 cas. Je veux revenir sur ce que M. Nana dit, qu'aux États-Unis, on fait des testings partout. Je vais vous dire ceci, M. Nana. Ici en Europe, présentement par rapport au Covid, si vous avez 2 symptômes, ça veut dire vous toussez, vous avez un peu de fièvre. Quand vous allez à l'hôpital aux urgences, on vous renvoie à la maison. C'est quand vous avez une insuffisance respiratoire qu'on vous teste sur la Covid. Pourquoi? Parce que les tests dans tous les pays sont insuffisants. Ne racontez pas des mensonges, M. Nana, s'il vous plaît. Les tests et tous les pays, j'arrive monsieur s'il vous plaît, et tous les pays, tous les politiques se lamentent du fait que les tests sont insuffisants. Et je supplie monsieur Fred Bongo, que je reconnais être un journaliste vraiment avancé, de certifier cette information-là, même ne serait-ce qu'en France. Présentement, ils ont commandé pratiquement ces 2 millions de tests parce que les tests sont insuffisants. Seul en Corée du Nord, qu'on a décidé de tester, ils ont décidé de tester tout le monde et ils avaient des tests à disposition pour cela. Mais en Europe, non. Alors pour revenir sur la question par rapport au président du MRC, Monsieur Fred Bongo, je pense que tout le long de l'émission, j'ai été assez clair. Le président du MRC, c'est un monsieur qui vibre en phase, qui a transformé son parti politique en une ONG. Voilà pourquoi il parle de recueillir de l'argent à gauche, à droite pour aider. Alors, je voudrais faire appel ici au président du MRC d'appliquer son plan de gestion de la Covid-19 dans son village Baham. Que nous aussi on voit comment il va aider la population de Baham. On va regretter. Laissez-moi finir. Ça n'a rien à voir, monsieur. Écoutez-moi attentivement. Il va appliquer ça à petite échelle et ça va nous aider à mieux comprendre comment il faut aider les autres coins du Cameroun. Mais s'il ne peut pas le faire, en tant qu'acteur politique, en tant que Camerounais normal, comme moi par exemple, j'essaie de faire de mon côté, mon petit agent, je vois comment je peux gérer les gens de ma petite localité pour un début. S'il ne peut pas le faire, qu'il se taise à jamais. Et aucun Camerounais, aucun membre d'aucun pays ne peut donner des injonctions à son président. Je prie le président de la République, pour son Excellence, M. Paul Biya, de ne pas faire de sorties cette semaine. Nous voulons bien voir ce que le professeur Kamto nous réserve vendredi
à 21h. Merci, M. Fred. Merci Patrick Assanga, je vous donne la parole, mais sans transition, je vous annonce également que nous sommes déjà dans la deuxième thématique qui concerne donc les leaders sécessionnistes dont certains ont répondu donc à l'appel du cessez-le-feu lancé par l'Organisation des Nations Unies le 25 mars. Et dans ce cadre-là, l'organisation de Ebenezer Akwanga a annoncé accepter d'observer le cessez-le-feu. Est-ce que on peut dire que le Covid-19 c'est un mal pour un bien, en tout cas au regard de la crise anglophone aujourd'hui? Oui, merci. Le tout si je veux parler en français pour bien entendu une ou deux bien raisons. entendu. Il y a eu deux intervenants qui ont dit que nous sommes des Camerounais, il n'y a pas des anglophones et des francophones. J'aimerais aimer que ces gens-là me parlent en Douala ou bien à Moramo ou bien à Bali en Lamsok pour que je comprenne. J'assume totalement mon identité postcoloniale d'anglophone qui vient des Britanniques, et pendant qu'on n'a pas effondré l'État pour avoir une identité camerounaise qui est propre à nous-mêmes, les Jacobins comme Kamto et Bia ne peuvent pas nous empêcher d'assumer ce que nous sommes. Nous sommes encore sur les Pandores, sur un régime néocolonial, d'autre côté Cameroun francophone et d'autre côté Cameroun anglophone. C'est ça qui pose le problème aujourd'hui. Donc, il faut que les gens arrêtent de vouloir instrumentaliser en croyant que les anglophones sont ce qu'on appelle en anglais guinea pigs, political guinea pigs. Donc, les gens du MRC qui veulent me donner des leçons peuvent me dire qu'il n'y a pas de Camerounais anglophones ou francophones, ils doivent se taire. I spoke in English and I want you people to also speak in French. J'ai fait les efforts pour que le Cameroun soit ce que nous avons souhaité bilingue. Mais ces personnes viennent encore nous radicaliser en faisant la récupération. Là, c'est pour chuter. Alors, revenons sur ce que vous venez de parler tout à l'heure. Je ne veux pas m'attarder parce que d'autres panélistes ont bien parlé, ils ont expliqué de quoi il s'agit. Je vais entrer dans le sujet que vous m'avez interpellé tout de suite. Vous avez compris que le secrétaire général des Nations Unies a appelé à un cessez-le-feu dans le monde entier à cause du Covid-19. Mais il y a des gens, des politiciens, qui prétendent qu'ils vont faire sortir les gens dans la rue dans 7 jours. Vous comprenez dans quelle logique ils sont. Mais ce groupe séparatiste qui ont déposé les armes de mon ami et frère Ebenezer Akwanga que j'ai causé avec lui avant qu'il ne se radicalise, il a octroyé à cette demande-là. Parce que, effectivement, c'était en novembre 2019, mon ami et petit frère de l'internat CPC Balikou où on a fréquenté, ils ont cherché à l'empêcher entamer des procédures judiciaires contre eux en faveur des victimes de ce que les ambazoniennes font et de ce qui se passe au Cameroun. Ils sont écrits au barreau des avocats des districts de Californie pour l'interpeller. J'ai vu, ce lettre-là n'est pas ouverte. Quand il a perdu ce requête-là, en soi disant que Maître Salah était l'avocat de Paul Biya, il est avéré que non, Maître Salah agissait au nom des victimes, et moi y compris. Parce qu'en venant du Cameroun, j'avais cherché l'occasion en 2018, quand j'ai constaté que la maison de mon père a été vandalisée par infraction, mes cousines ont été kidnappées, mon demi-frère a été kidnappé, on m'a demandé les rançons. Je me suis demandé comment je veux faire pour attaquer ces gens-là en justice et pas les armes. Donc vous comprenez pourquoi, quand il avait compris que ça devait être chaud, il a trouvé une porte de sortie. Donc
c'est dans la déclaration du secrétaire général des Nations Unies, c'est du pain béni pour M. Ebenezer Akwanga pour laver son nom. D'autres, vous avez suivi comment il a eu les attaques de gauche à droite de mes frères ambazoniens, mais nous vous disons que les jours à venir sont très propres. Monsieur Ebenezer Akwanga, c'est qui? Lui, il opérait sous le nom de Southern Cameroon's Defense Forces, qu'on appelle SOCADEF. Ils étaient à Mato, Mato c'est dans le sud-ouest. Ils étaient à Mouyengue, Mouyengue c'est dans le sud-ouest. C'est lui et son groupe qui ont kidnappé les prêtres et demandé des rançons. Allez, lui, ce qu'ils ont dit, les déclarations de Cry Out TV, de Tchédon Gomba, ce n'est pas Padi Asanga qui vient ici fabriquer les informations. J'ai prévenu à mes frères. Vous allez comprendre pourquoi je suis farouchement opposé au MRC et les membres de la Boisse, parce que ils se sont réunis à Cologne pour collecter l'argent, c'est à Mondo Vision, pour envoyer à Phil Marshall. Aujourd'hui, Phil Marshall est traqué, pas seulement par le gouvernement camerounais, par Tapan Ivor, qui est le groupe de Ayabacho Lucas. Il est parti parler dans les télévisions qu'il appelle Rebel TV, qui vont montrer au gouvernement camerounais là où Phil Marshall se cache, dans la région de Sanchou. Ça, c'est des tweets, c'est des faits qui sont là. Et il ne faut pas que les gens viennent ici nous raconter les histoires. Moi, j'ai essayé de féliciter mon frère Ebenezer Akwanga. Il a pris la bonne décision et nous allons continuer dans ce lancer-là à déradicaliser les gens et éviter la récupération politique. C'est vrai, il a fait, et s'il y a une panne de politique à cela, parce que il veut se donner une phase humaine. Et il faut que les anglophones s'asseyent aussi avant qu'on arrive à une instance où les anglophones vont se trouver contre eux dans les palais de justice. Nous voulons combattre le jacobinisme. Nous voulons un État fédéral Cameroun parce que le Cameroun a beaucoup perdu beaucoup de ses territoires et on ne veut plus la phagocytation du Cameroun comme certains prétendent qu'ils vont faire l'alliance avec Ayoub Tabé en prison pour dire qu'il va les donner l'Ambazonie. Ça, c'est du roubladisme politique. Nous disons non et nous resterons dans notre position calquée. Merci. Merci donc à vous, Padi Asanga. Je me retourne vers vous, Maître Tegem. Aujourd'hui, l'appel lancé par l'ONU a été entendu, en tout cas par certaines franges des sécessionnistes. Est-ce qu'on peut espérer que, au niveau du Cameroun, en montrant ainsi la voie, les Camerounais tous ensemble puissent pouvoir se réunir autour d'un idéal commun pour trouver une voie de sortie définitive à la crise anglophone? Écoutez, je suis heureux. Je viens d'entendre le copanéliste qui intervient de l'autre côté, sur Skype, je pense, sur Skype, dire enfin quelque chose d'intéressant. Je suis heureux de partager. Enfin, vous êtes quand même dur. Oui, parce que ça veut dire qu'il y a rien d'intéressant sur le plateau depuis. Non, en tout cas, quand je dis, c'est parce que, franchement, voyez-vous, lorsqu'on parle d'une maladie dont personne ne cerne les contours, et des gens disent, assis chez eux, écrivent à un président de la République pour dire, je vous donne 7 jours. Lorsqu'un monsieur dit, je vais constater la vacance, vraiment, moi je pense qu'il y a des sujets qui ne doivent même pas susciter des débats. C'est simplement que, bon, il faut faire vivre le débat public, mais en réalité, il y a des sujets qui ne sont pas, qui ne peuvent pas prêter à débat. C'est absolument ridicule, voyez-vous. Moi, je le dis du fond de moi parce que je pense que lorsque l'on est d'un pays et lorsque on a fait des études jusqu'à un certain niveau, il y a des valeurs qu'on doit transmettre. Et la première valeur, c'est le respect des institutions. Même un juge judiciaire ne peut pas adresser une injonction au président de la République. Je dis même un juge judiciaire ne peut pas adresser une injonction au président de la République. Un monsieur ne peut pas s'asseoir chez lui et écrire. Et puis, on débat même dessus. Vous voyez, parfois des choses comme ça, je préfère taire ce débat parce que ça ne sert strictement à rien. C'est quelqu'un qui veut exister alors que il y a un problème réel. Et le problème réel, c'est celui du coronavirus ou alors ce qu'on appelle Covid-19 ou encore la crise anglophone. Et sur la crise anglophone, on vient d'avoir une excellente déclaration. Nous disons qu'il y a un Cameroun. Ça, je suis content de l'entendre. Et ils disent, nous suivons le pas de monsieur le secrétaire général de l'ONU. Rappelez-vous qu'au début de cette crise, monsieur le président de la République a reçu ici monsieur le secrétaire général de l'ONU et a demandé à monsieur le secrétaire général de l'ONU de nous accompagner dans la recherche des solutions à cette crise. Il me semble que enfin
ce mot de Monsieur le Président de la République qui était peut-être passé inaperçu, parce que beaucoup de gens se demandent l'intervention de Monsieur le Président de la République. Il intervient très souvent, mais il se trouve simplement que les gens ne perçoivent pas bien la qualité de son intervention. Il me semble, enfin certains d'entre nous, pas tous, ne perçoivent pas bien la qualité de son intervention, parce que lui, il a un sens de l'État, il a un sens républicain. Lui, il réfléchit comme étant au-dessus des partis politiques, et il pense Cameroun avant de penser à lui-même. Lorsqu'il y a une crise comme la crise anglophone, il a fait venir ici Monsieur le secrétaire général de l'ONU, il a fait venir le haut-commissaire des droits de l'homme, il a fait le président de l'Union africaine, il a fait venir Madame le secrétaire général de la francophonie, du Commonwealth, en cherchant toujours des solutions positives. Il a assisté à des sommets sur la paix pour chercher des solutions à la crise anglophone. Voilà que Monsieur le secrétaire général de l'ONU, à l'occasion de la crise sur la Covid-19, parvient à obtenir un résultat enfin satisfaisant, puisqu'il y a un qui vient de dire que désormais il y a un Cameroun. Nous sommes heureux de l'apprendre. Les Camerounais doivent considérer que pour un mal, on a enfin peut-être une solution quelque part. Maintenant, nous devons nous concentrer sur ce qui est le plus urgent. Le plus urgent maintenant, c'est la Covid-19. C'est ça, parce que c'est une pandémie qui risque de faire beaucoup de mal. Ce que nous ne souhaitons pas. Le gouvernement de la République y travaille. Le gouvernement de la République a pris des mesures. Le gouvernement de la République les a évaluées il y a quelques jours, puisque les mesures ont été prises une semaine après. Elles ont fait l'objet d'une évaluation. On a dit on continue, et on a reçu une assistance d'un pays qui nous accompagne, ou alors d'un ami du Cameroun qui a décidé de nous accompagner. On a dit que désormais on va multiplier les tests, et il est prévu qu'à partir du 2 avril prochain, les tests seront systématiques. Ce sont des actes positifs, ce sont des actes qui vont dans la bonne direction. Maintenant, il faudrait poursuivre, il faudrait accentuer, il faudrait aller plus loin. Ce que nous souhaitons, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de morts. Il ne faudrait pas que les Camerounais périssent de cette pandémie. Il faudrait que le Cameroun, dans son tréfonds, le Cameroun avec les Camerounais dans leur qualité reconnue, que les chercheurs camerounais, que la pharmacopée camerounaise, que les médecins camerounais, parce que parfois il y a les techniques des maladies tropicales qui ne sont pas très connues dans des pays occidentaux. Il me souvient que lorsque vous y êtes d'ailleurs, et que vous avez une crise de paludisme, on vous confine. Donc, il peut arriver qu'ici, par des méthodes qui sont des méthodes de la technique de chez nous, des techniques tropicalisées, et je suivais d'ailleurs le président de l'Ordre national des médecins ce matin sur une chaîne qui disait, alors que le journaliste le harcelait, que non, laissez-nous, nous sommes en train d'aviser des solutions à notre niveau, et le gouvernement de la République doit prêter une oreille attentive à de telles sollicitations. Ce sont des pas qui sont des pas positifs, qui vont dans la bonne direction, et l'intervention de Monsieur le Président de la République, il me semble que ce n'est pas la chose la plus attendue. La chose la plus attendue, c'est que les mesures qui sont mises en route par le gouvernement aboutissent à un endiguement de la maladie. Il faut réussir à limiter la maladie à sa plus faible expression, et faire en sorte que au Cameroun, les Camerounais sentent qu'ils ont été assistés, que la Covid-19 a été limitée aux portes du Cameroun, que la maladie ne s'est pas implantée, et que des Camerounais ont été soignés. Ainsi, nous allons susciter de la part des pays amis une demande d'accompagnement du Cameroun, comme nous avons eu dans beaucoup de domaines, même si ce n'est pas très souvent médiatisé. Le Cameroun a des domaines où le Cameroun a fait ses preuves. Nous sommes un grand pays, nous sommes un grand peuple, nous sommes des combattants. Nous sommes des travailleurs, nous sommes des ouvriers. Ça, ce sont les qualités des Camerounais. Maintenant, il faudrait qu'à l'occasion de cette Covid-19, que les Camerounais mettent ces qualités reconnues au service de leur santé pour que désormais nos qualités soient internationalement admirées. Et nous souhaitons. Merci. Merci à vous, Maître Tegem. Je voudrais, aujourd'hui, donc, on est justement sur la deuxième thématique. L'appel lancé par l'ONU a quand même été entendu au Cameroun. Évidemment, ça ne concerne pas que le Cameroun, ça concerne les pays où il y a la guerre, le Yémen, la Syrie, etc. Mais au moins, est-ce que c'est une occasion? C'est l'occasion ou jamais pour les Camerounais de sortir définitivement de cette crise-là? Il y a une double perception qu'il faut avoir. Le cessez-le-feu, respecter le cessez-le-feu, c'est aussi reconnaître l'internationalisation du conflit, ce que le Cameroun jusqu'à présent, dans le cadre de la protection de sa souveraineté, a voulu éviter. Donc, je ne suis pas partisan de cette mesure. Mais dans la mesure où c'est un groupe qui sont déjà aux abois, parce que Paddy, là, M. Assangala expliquait très bien, le groupe qui a baissé les armes, c'est un groupe qui est déjà en perte de vitesse, qui est presque aux abois.
lui-même, il a poursuivi en justice. Donc, ce groupe est certainement très acculé au niveau international. Ça peut être une porte de sortie. J'ai toujours été partisan de ce que les groupes séparatistes doivent déposer les armes. Et comme M. Asangala dit, sans condition, revenir, ils doivent déposer les armes et se réintégrer dans la vie politique nationale. Maintenant, il doit avoir une diplomatie souterraine qui doit continuer de travailler avec eux, c'est-à-dire aller les approcher, discuter, voir comment est-ce qu'on peut les convertir en soit des hommes politiques, soit et eux ils vont choisir, parce que c'est eux qui se reconvertissent, c'est pas l'État qui les reconvertit, mais ils vont choisir comment se reconvertir, parce que tous c'est des Camerounais. Encore qu'il y a même une commission nationale de désarmement et réinsertion, donc, qui existe, qui offre démobilisation et qui offre ce genre de solutions. Tout à fait. Donc, ça doit continuer. Mais maintenant, il faut au maximum que le Cameroun se méfie de cet appel au cessez-le-feu pour éviter l'internationalisation du conflit. Ça peut être un piège. Effectivement, le piège derrière, c'est que reconnaître le cessez-le-feu, c'est reconnaître que désormais l'ONU est partie prenante dans la résolution de ce conflit. Donc, il faut au maximum conserver notre souveraineté là-dessus et sans toutefois fermer la porte à toutes les contributions qui viennent de l'extérieur, surtout lorsque ça peut nous permettre de récupérer intégralement notre territoire. Maintenant, il y a un point. On a parlé beaucoup de la nécessité de voir le président. Fred Bongo, ce que je dis là, ça m'engage peut-être, mais c'est ma lecture de ce que je vois. C'est votre lecture qu'on demande. Nous voyons ces derniers temps beaucoup monter au créneau le Premier ministre. Et pour le peu d'expérience que j'ai eu de la vie politique nationale, ce sera le Premier ministre que je vois autant déployé sur des dossiers de premier plan. Par le passé, et je comprends peut-être les réflexes du professeur Maurice Pascal, ayant été un collaborateur du chef de l'État, il se disait que le chef de l'État, dans une logique de conservation du pouvoir, serait celui qui irait toujours gérer les dossiers. Il est en train de confier les dossiers à un Premier ministre qui a été le métronome, il faut le dire, il a été le métronome du nouveau pacte social du Cameroun. Parce que le Cameroun de demain a commencé à s'écrire en novembre 2019 avec le grand dialogue national. Et il a nommé le Premier ministre comme étant le coordonnateur de cette commission qui va mettre en application les résolutions du grand dialogue. Vous voyez que la mission qui est confiée au Premier ministre, pour quelqu'un qui a donc une lecture prospective en politique, ce n'est pas une mission de second plan. Ce Premier ministre que nous voyons, je suis militant dans un autre parti politique, mais je préfère voir les signes tels qu'ils sont. Ce Premier ministre n'est pas seulement le Premier ministre du Cameroun que nous sommes en train de voir. Ce que M. Padi Asangala a dit, l'hypothèse de voir un président anglophone n'est plus exclu au Cameroun. Avec le travail que le Premier ministre camerounais est en train d'accomplir, en voyant la stature qu'il a, cet homme a une capacité de négociation qui est impressionnante. Toutes les parties prenantes au grand dialogue national ont reconnu la maestria de cet homme. Je ne suis pas devin, mais je préfère me fier à ce que j'observe, et ce Premier ministre-là peut être demain une solution, une alternative dans le cadre de l'alternance. Mais bien plus, cette solution vient si le président de la République, c'est là la solution qu'il est en train de préparer, parce qu'au fur et à mesure qu'il pose les actes, on pourrait se dire que c'est sa solution. Si c'est ça la solution, je crains fort que tous ceux qui seront restés dans l'idée de l'irrédentisme sécessionniste vont perdre toute crédibilité, que ce soit au niveau national ou international. La porte qui est ouverte à tous ces groupes doit être une opportunité de reconversion. Le Cameroun est en train de se reconstruire. Je prends les Horkheimer, qui sont des grands penseurs, les Oppenheimer, Horkheimer, tous ceux qui ont travaillé sur l'école critique. L'école critique nous a appris, et depuis même la physique, que le chaos est générateur d'un nouvel ordre. La Covid-19, je parlais des enjeux biopolitiques actuellement. La Covid-19
la génération de Camerounais qui est en train de gérer cette crise, je ne les vois pas comme la génération qui est passée. La génération qui est passée pouvait être éblouie par l'Occident, mais aujourd'hui l'Occident est nu. On voit l'Italie qui crie à l'aide. On voit la France qui est débordée. Quand vous voyez les images, les gens prennent les perfusions dans la rue. L'Occident est nu. Les États-Unis où M. Nana est, ils eux-mêmes ont demandé à General Motors de produire, parce que M. Bikaï a dit la vérité. Ils sont en manque d'appareils respiratoires. Ils ont demandé à General Motors de se mettre à contribution et à Ford également de fabriquer les respirateurs. Si l'Occident est à nu, ce n'est pas pour rien. Un nouvel ordre est en train de se constituer. Pas forcément le nouvel ordre complotiste, comme on nous a souvent dit dans les réseaux sociaux, mais un nouvel ordre du monde avec de nouveaux rapports politiques entre les puissances. Une décomplexification psychologique au niveau des Africains. Vous verrez, les Africains, après cette crise, ne seront plus pareils. Leur manière de traiter avec l'Occident sera différente. Donc, un tel Premier ministre qui a de telles responsabilités, il n'est pas exclu qu'il devienne une solution sérieuse dans le cas de ce que nous sommes en train parfois de lorgner, l'alternance politique. Et donc, M. Maurice Kamto, si il est dans une telle perspective où il veut se positionner pour l'alternance, il devra encore réfléchir par deux fois, parce qu'aujourd'hui, les cartes même au sein du parti au pouvoir sont énormes. Et s'il faut dire au sein de l'opposition, M. Bikaï a raison, les leaders de l'opposition aujourd'hui sont connus, c'est ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Et c'est eux qui vont davantage être invités à la discussion avec le gouvernement. Et d'ailleurs, Asanga l'a dit, aucun leader politique n'est allé dans le Nord-Ouest. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que je me rappelle que le jeune Cabral Libi était au Nord-Ouest en 2016. Il est arrivé jusqu'à Batibo. Et là-bas, il est rentré parce qu'on avait eu des informations suivant lesquelles les groupes qui kidnappaient étaient très proches. Absolument. Donc, il n'a pas manqué de courage. Et comme vous le dites, dans une... En décidant de ne pas participer au double scrutin de février 2020, Maurice Kamto se rend compte aujourd'hui qu'il avait commis la plus grosse bêtise qui a entraîné la mort de son parti politique. Kamto est mort politiquement. De ce fait, il est de plus en plus évident que la propagation des fake news sera la nouvelle activité de Maurice Kamto pendant les 5 prochaines années selon de nombreux observateurs de la scène politique camerounaise. Ici, Jean-Philippe, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.